Bonjour, bienvenue pour cette deuxième partie de cette journée. Donc je suis Sylvie Bretel, co-organisatrice de cette journée, et Luca Rocha Botello, à chaque fois je me trompe, qui est aussi co-organisateur de cette journée. Je vais donc passer la parole à Monsieur Julien Coton, qui est chef de service du service chaîne de données et digitale à la direction scientifique et technique de l'ANDRA, qu'il a rejoint en 2019, après plus de 10 ans passés à CGG en tant qu'ingénieur recherche-développement. Julien a travaillé sur les thématiques de fusion, intégration et traitement de grandes données, de grands volumes de données pour l'exploration sismique terrestre et marine, ainsi que pour la surveillance 4D, ça inclut le temps en plus du 3D habituel, des champs pétroliers. Julien est docteur de l'École des mines de Paris. Donc, je vais présenter le laboratoire souterrain de l'ANDRA, les données brutes, la structuration et des cas d'usage du machine learning. Alors, l'ANDRA, dans le cadre général, je vais faire un bref rappel. Donc, la mission dans l'ANDRA qu'elle remplit avec engagement et responsabilité, c'est une mission d'intérêt général confiée par l'État et au service des Français. Il s'agit de prendre en charge les déchets radioactifs produits par les générations passées et présentes et les mettre en sécurité pour les générations futures. Donc, on est un établissement public à caractère industriel et commercial, on est un EPIC. On a une mission d'intérêt général qui est indépendante des producteurs de déchets. On est placé sous la tutelle des ministères en charge de l'énergie, de la recherche et de l'environnement. Et on compte aujourd'hui 650 salariés répartis sur 4 sites, tous en France. Alors, l'ANDRA a un grand projet qu'on appelle le projet CIGEO, qui est le projet de centre industriel de stockage en couche géologique profonde. C'est un projet de stockage réversible pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Alors, le concept de stockage est situé à 500 mètres de profondeur dans une couche argileuse qu'on appelle le COX, qui est le calovo oxfordien. Et la mise en exploitation de ce stockage est prévue à l'horizon 2035-2040 sous réserve d'une autorisation de création qui fera l'objet d'un décret. Alors, le projet CIGEO, c'est quand même un ouvrage hors norme dans le sens où c'est une INB, donc c'est une installation nucléaire de base au même titre que les centrales nucléaires, avec des particularités quand même. D'abord, c'est un projet qui est multicomposant. On va avoir des déchets, des alvéoles, des galeries, le milieu géologique, etc. C'est ce qu'on appelle, nous, les composants de ce projet. On est multimatériaux, on va avoir des verres, des argiles, des bétons, des métaux, etc., etc. Donc, voilà. Et on a des échelles spatiales multiples aussi. On regarde des choses de l'ordre du centimètre, voire même des réactions chimiques encore bien plus petites que ça, voire des échelles géologiques, la centaine de kilomètres quand on parle de géologie. Et puis on est multiphysique aussi, on a des phénomènes thermiques, hydrauliques, gaz, des phénomènes qui sont éventuellement couplés, de la chimie, de la radiologie, etc. Et puis on est aussi multi-échelle dans le sens où on va avoir une période d'exploitation qui va durer 100 ans, et puis ensuite le projet est prévu pour durer sur la dizaine de milliers d'années, la centaine de milliers d'années, voire bien plus, le million d'années. Alors, comme c'est un ouvrage hors norme, eh bien, on a un centre d'études spécifique qui a ouvert depuis les années 2000 en Meuse-Haute-Marne pour préparer et accompagner le développement progressif de CIGEO. Donc c'est ce qu'on appelle le laboratoire souterrain, qui, comme vous le voyez sur le diagramme, n'est pas relié à CIGEO. Ce sont deux ouvrages vraiment différents. En laboratoire souterrain, il n'y a pas de stockage et il n'y en aura jamais. Voilà, c'est un plus petit ouvrage souterrain. Alors, le laboratoire souterrain de recherche, c'est un des outils dont dispose l'ANDRA pour l'acquisition de connaissances. C'est une connaissance temps réel et prédictive qui inclut des incertitudes de toute nature, qui est supportée à la fois par des moyens de caractérisation in situ, donc ça c'est le laboratoire souterrain, mais aussi par de la simulation numérique prédictive.
Alors, le laboratoire souterrain aujourd'hui, c'est 2 km de galeries expérimentales. On a plus de 2000 forages. On enregistre 2,5 millions de valeurs par jour pour un cumul de 6 milliards de valeurs depuis les années 2000. On a en gros entre 25 et 30 000 points de mesure au laboratoire souterrain. Donc je l'ai dit, on prépare et on accompagne le développement de CIGEO. Il est utilisé notamment pour étudier la roche et ses propriétés de confinement en conditions réelles, c'est-à-dire à 500 mètres sous terre, avec les contraintes géologiques, etc., etc. Il est utilisé aussi pour mettre en œuvre les concepts de l'ANDRA sous forme de démonstrateurs, c'est-à-dire qu'on va tester par exemple un démonstrateur d'alvéoles de haute activité, de moyenne activité à ville onde, etc. On va tester, c'est ça, le test des concepts, c'est ça. Il est utilisé également pour tester et évaluer des techniques innovantes ou plus classiques pour le suivi de réalisation des ouvrages, avant et pendant la construction des ouvrages. Ça peut être des plans 2D, des plans 3D. On peut avoir des forages géologiques, de l'inspection pour la recette d'ouvrage, etc. Comme vous voyez sur la droite, on a des méthodes géophysiques pour caractériser la roche en champ proche autour d'un alvéole à chat, ici. On a de l'inspection robotisée au lidar 3D en galerie, et on fait des levées géologiques 3D au front. Bon, ça c'est simplement des exemples, il y a plein d'autres choses, mais ce sont typiquement les exemples avant et pendant la construction des ouvrages. On utilise aussi le laboratoire souterrain pour la surveillance de l'évolution des ouvrages après réalisation, grâce à des dispositifs de surveillance qu'on place à demeure. Et là, on va utiliser des capteurs ponctuels, des sondes platines, des extensomètres, etc., etc., et des capteurs de mesure répartis tels que des fibres optiques pour la mesure de température et pour la mesure de déformation. Voilà, donc on a un certain nombre de processus, T pour thermique, M mécanique, la corrosion, le pH, la chimie, etc., les gaz, voilà, tout ça fait partie de la famille des processus. Alors, je me focalise cette fois-ci sur un démonstrateur en particulier. C'est le démonstrateur d'alvéoles de haute activité ALC 1605. Bon, c'est le nom qu'on lui donne. Et ce démonstrateur, il permet de reproduire de manière artificielle la montée en température des déchets de haute activité, avec un objectif d'étudier l'impact de ce chargement thermique sur l'alvéole, c'est-à-dire sur le chemisage, sur le matériau de remplissage, etc., etc. Et déjà, on voit que pour un seul démonstrateur, on a des données de toute nature, on a des données de conception, des données CAO, avec 5 types de chemises qui sont utilisées et qui sont instrumentées. On a 8 forages périphériques qui sont instrumentés également, et des sondes chauffantes, donc qui vont remplacer les colis dans ce cas-là, qui sont également instrumentées. On a des données d'inspection, typiquement en recette d'ouvrage, on a le scan 3D haute résolution de l'alvéole, avant et après le tubage, et on a des données de surveillance. Donc sur ce démonstrateur en particulier, on a un peu plus de 6000 chroniques de mesures thermiques et un peu plus de 3500 séries de mesures qui sont relatives au processus mécanique. Voilà, donc on a déjà une forte hétérogénéité dans les données. Et donc l'objectif, c'est structurer les données pour gagner en efficacité sur toute la chaîne de données. Cette structuration, telle qu'elle est proposée ici, elle est vraiment en lien avec les spécificités du stockage. Donc je le rappelle, c'est un peu la gestion des multis, c'est ce qu'on a vu précédemment. Et elle est en lien avec les spécificités métiers. Donc là, ce qui est montré, c'est valable pour le projet, pour le laboratoire souterrain, et par extension pour le projet CIGEO. Voilà, c'est pas forcément valable pour un tunnel, pour un autre ouvrage. Alors, vous voyez, je vais reprendre l'expression de Gilles Chaperon tout à l'heure. C'était un briquet pour ranger.
Là, voilà, c'est typiquement cette image des poupées russes qu'on imbrique pour la structure de nos données, dans le sens où on va avoir des familles de poupées russes, la famille thermique, la famille hydro, méca, gaz, etc., etc. Et pour chaque famille de poupées russes, on va décliner de la plus grosse poupée qui va être le stockage. Ensuite, on va avoir le composant quartier, le composant alvéole, qui lui-même va être composé de chemises, du matériau de remplissage, des sondes, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on structure les données aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure du géoréférencement, évidemment très important, essentiel, mais c'est pas forcément seulement le géoréférencement qui peut être intéressant. Un point de vue technique, c'est que typiquement pour nous, on peut avoir des capteurs qui vont être à quelques centimètres l'un de l'autre, donc quasiment ils sont au même point, mais il y en a un, il va être par exemple sur un chemisage en acier, et celui juste à côté, il va être dans le matériau de remplissage. Donc il y a des natures de matériaux complètement différents, il y a des évolutions qui vont être différentes, donc seulement avec le géoréférencement, on ne s'en sort pas. D'où cette structuration en composants, sous-composants, par processus, etc., etc. Alors cette structuration, évidemment, elle est à la croisée de deux mondes, principalement, on en a déjà parlé précédemment. C'est les métiers, d'une part. Un métier d'instrumentation, il va vouloir s'intéresser aux capteurs, aux familles de capteurs, aux incertitudes météorologiques, etc. Et puis la famille projet va s'intéresser plutôt aux composants en disant, par exemple, cet alvéole, j'ai eu un warning, pourquoi, sur quelle chemise, etc., etc. Et alors voilà, donc comment on structure les données, c'est de manière hiérarchique, un petit peu comme les poupées russes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette structure hiérarchique, elle permet de décrire toutes les relations entre les capteurs et leurs attributs. Donc on va conserver évidemment le géoréférencement, les incertitudes métro, etc., etc. Mais surtout, elle décrit numériquement les liens parents-enfants dans la structure, et on peut avoir des liens vers l'extérieur. Typiquement, je vais pouvoir relier la structure chemise à ma base de données CAO avec les fichiers de conception. Les capteurs, je vais avoir des balises qui vont relier à la GED avec les fiches capteurs, les incertitudes métro de chaque type de capteur, comment ils sont utilisés, etc., etc. Et puis, je vais avoir des liens vers le système d'acquisition et de gestion de données du laboratoire souterrain. Il y a un deuxième point qui est intéressant là-dedans, c'est que je vais pouvoir réaliser des filtres, je vais pouvoir faire des requêtes assez rapidement en disant je veux le paramètre thermique pour tel alvéole et telle chemise. Et je vais avoir un rendu direct des données qui sont relatives à ma requête. Le deuxième avantage, c'est que je vais pouvoir avoir un transfert d'informations multi-échelle. C'est-à-dire qu'un indicateur peu importe, un indicateur de performance au niveau capteur, il va pouvoir être remonté jusqu'au niveau parent supérieur, par exemple au niveau de la chemise acier, et de fil en aiguille jusqu'à l'alvéole. Donc je vais avoir une double vision, je peux avoir cette vision très instrumentation au niveau capteur, puis je peux avoir une vision un peu plus macro, où là je vais avoir des indicateurs qui vont revenir sur un composant du stockage. Alors ça, c'est uniquement des exemples pour montrer la flexibilité du fichier. Ici, c'est une requête, on en a déjà parlé précédemment aussi. Donc là, la requête, c'est je veux l'alvéole ALC 1605, je veux le processus thermique, et je veux les composants, les corps chauffants. Donc ça, c'est les colis. Donc vous avez à gauche une représentation 3D du démonstrateur d'alvéole, avec les composants sélectionnés, et à droite, les séries temporelles qui correspondent aux capteurs qui sont fixés physiquement à ces composants, avec un premier test de chauffe, un début de chauffe, etc. Donc là, on commence à avoir des choses, quelques données qui sont manquantes, parce qu'on est dans la réalité du terrain, donc tout n'est pas parfait. Données manquantes, des spikes, etc., etc. Voilà, là, je vais filtrer un petit peu plus ma base de données, je vais ajouter un champ. Ici, je passe du corps chauffant, cette fois, je veux le corps chauffant 1500, donc j'ai uniquement les capteurs qui y sont reliés. Pareil pour un autre corps chauffant. Sur cette planche, on fait une sélection cette fois du composant chemise, donc on n'est plus sur les corps chauffants,
On est sur la chemise, on veut la chemise numéro 7, et sur le processus thermique toujours. Et là, ça nous affiche toutes les données qui sont relatives à ce composant en particulier. On voit plusieurs choses. Voilà, il y a quelque chose sur la calibration d'un des capteurs, peut-être des dérives qui sont plus ou moins claires. Une en particulier est très claire. On a des données manquantes. Voilà, c'est la réalité de terrain. Et on veut avoir des outils pour pouvoir assurer une cohérence d'ensemble de ces données. Et pour ça, on peut utiliser un certain nombre d'outils disponibles dans la boîte à outils Machine Learning. Et cet objectif d'assurer la cohérence des données, c'est de combiner différentes sources de données afin d'améliorer la compréhension d'un système et de son évolution, de fournir des interprétations plus précises et plus fiables des données en s'appuyant sur la complémentarité de celles-ci, et de fournir des indicateurs de performance, des outils d'aide à la décision, un peu comme on a vu tout à l'heure avec la structure, ce warning qui remonte dans la structure des données. Alors, la cohérence d'ensemble, on le sait, et a fortiori sur des durées qui sont pluriséculaires, celle à laquelle on s'intéresse pour CIGEO, eh bien, cette cohérence d'ensemble, elle peut être affectée par la dérive des mesures. On peut avoir des vieillissements capteurs, même si nos ingénieurs capteurs ils travaillent au durcissement des capteurs. Voilà, on peut avoir quand même des dérives capteurs, et l'objectif, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc pour pouvoir appréhender ce problème. Donc la dérive capteur peut avoir le remplacement d'un capteur qui tombe en panne. Il va être remplacé par un capteur soit au même endroit, soit de manière déportée, parce qu'on ne pourra plus réintroduire le capteur exactement au même endroit. On a l'ajout de nouveaux capteurs et l'absence de mesure. Et tous ces points, finalement, vont avoir cet effet, comme on peut voir sur le Rubik's Cube, de déstructurer les données d'ensemble. Et le machine learning peut nous aider à resserrer ces données dans la dimensionnalité, temps, espace, type de mesure, etc. etc. Alors ici, c'est vraiment des cas d'usage, c'est des briques technologiques, c'est pas la façon dont les données sont traitées dans le cadre de CIGEO, c'est de la R&D, on propose des choses, on va avoir plus de cordes à notre arc, etc. etc. L'apprentissage supervisé, il vise à déterminer une fonction qui va permettre d'approximer des relations entre deux jeux de données. Voilà, c'est uniquement ça, l'apprentissage supervisé. Deux jeux de données, un jeu de données d'entrée, un jeu de données sortie, et puis je vais essayer de trouver des relations entre les deux. Les données d'entrée, ça peut être des mesures, des images, etc. Les données de sortie, ça peut être des mesures aussi, des images ou des noms d'objets, etc., etc. Donc là, typiquement, ce qui est illustré, c'est l'application d'un algorithme. Donc c'est PLS, c'est la projection sur structure latente. C'est un algorithme assez ancien. C'est une régression multivariable qui marche bien, même quand il y a de la collinéarité dans les données. Et finalement, ce qu'on fait ici, c'est qu'on l'applique de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on recale des fonctions qui sont ici mathématiques. Bon, c'est des fonctions log. Je l'ai dit, c'est vraiment un essai. L'objectif, c'est de remplacer les fonctions mathématiques par des lois de comportement. Ça sera fait, évidemment. Mais c'est un petit peu pour vous montrer les possibilités qu'on a avec ce type d'outil, avec bien sûr les indicateurs qu'on a sur la droite qui peuvent potentiellement être remontés dans la structure des données qu'on a vues au départ avec les poupées russes. Ici, c'est un deuxième exemple d'application du machine learning avec la prédiction de l'ovalisation des chemisages en acier à partir de mesures indirectes. Donc on essaie de déterminer la relation entre les cannes et les extensomètres par apprentissage supervisé. Donc sur certaines sections du démonstrateur, eh bien, on a des cannes de convergence. Les cannes de convergence, elles vont mesurer l'ovalisation de l'alvéole qui est soumis au chargement. Voilà. Par contre, c'est un obstacle à l'intérieur des alvéoles. Donc l'avantage, c'est une mesure directe. L'inconvénient, c'est quand même qu'il y a quelque chose dans l'alvéole. Et on utilise également, donc en extrado cette fois, des chemises, des extensomètres à cordes vibrantes qui vont mesurer la déformation orthoradiale. Donc une façon de faire pour déterminer l'ovalisation, ça serait d'inverser les données. Je prends un modèle mécanique, etc. Et puis je regarde quel modèle va expliquer les données de déformation orthoradiale. Et une deuxième façon de faire, l'un ne remplace pas l'autre, elles sont complémentaires, ces deux méthodes, c'est d'utiliser le machine learning pour trouver une relation entre ces deux jeux de données. Et c'est ce qui est fait. Donc,
Ouais, d'accord. Donc l'apprentissage, là, il marche bien. Simplement, quand on a une donnée qui disparaît dans X, on ne peut plus reprévoir cette fois les données Y. Donc on peut s'appuyer sur le machine learning non supervisé, donc qui va utiliser des algorithmes qui vont essentiellement être des projections, des réductions de dimensions pour reconstituer des données manquantes. Donc ici, on applique la RobustPCA qui va ici reconstituer les données qui ont été trouées artificiellement. Ensuite, on applique ça sur des données réelles qui présentent cette fois des discontinuités optiques. On a des données corrompues, on va vouloir les reconstituer et on applique la RobustPCA pour le faire. Et ensuite, on peut, pour s'assurer que ce qu'on a fait est bien valable, on peut regarder les différents croisements et regarder si les données qu'on a reconstruites avec la RobustPCA matchent bien les autres capteurs qui ont été positionnés au croisement. Voilà, en conclusion, ce qu'on a vu, c'est que sur la structuration des données, Alendra, je dirais, en tout cas, elle est en adéquation avec les spécificités du stockage. Elle permet de gagner en efficacité sur toute la chaîne de données. Voilà, on a vu, on a la particularité, gestion multi, etc., des composants et des processus. Voilà, c'est nos deux grandes entrées. On a des besoins utilisateurs au niveau métier sur le terrain et au niveau projet. Et on a vu que le machine learning propose un panel d'outils qui est intéressant pour assurer et maintenir la cohérence d'ensemble des données vis-à-vis des échelles spécifiques du stockage, des phénomènes mesurés et sur des temporalités pluriséculaires. Voilà, donc Alendra, je le répète, ça ouvre un champ de nouvelles pratiques. Ici, c'est vraiment de la R&D, des projets en cours, et on a une utilisation de ces techniques de manière progressive, maîtrisée et raisonnée. C'est-à-dire qu'on va vérifier systématiquement à chaque fois les résultats par d'autres méthodes. Voilà, et vous avez en dessous quelques références qui ont été citées pendant l'exposé. Merci à vous.